Et rebonjour et rebonsoir à toutes et à tous. On est de retour pour la suite du podcast Semi-Rigide. Tant de temps a passé depuis la dernière fois, Nicolas. Comment ça va? Ouais, j'ai l'impression d'avoir pris quelques années là. Au moins. Bon, où est-ce qu'on en Vraiment. était? Je te laisse tout de suite réattaquer sur la suite. Et puis, Ah, comme donc on d'habitude, venait je de te ferai finir. mes commentaires. Ouais, Vas-y. pas de souci. Donc on vient de finir cette discussion, cette présentation de Otsuka Eiji, donc de sa théorie de la consommation narrative. Donc avec cette théorie de la worldview et les variations, les petits récits, les grands récits, etc. Donc quelque chose, des théories qui a été publiées en 89, mais comme je le disais, qui ont vraiment connu une seconde vie à la toute fin des années 90 et au début des années 2000. Et une partie des raisons pour lesquelles il y a eu ce regain d'intérêt, c'est l'ouvrage et la réception, en partie critique mais en partie positive, par Azuma Hiroki, qui est à gauche sur votre écran. Donc Azuma Hiroki, c'est un philosophe et ce qu'on appellerait un critique culturel qui a des intérêts très très divers. Il a commencé sa carrière universitaire comme philosophe spécialiste de Derrida notamment, et plus largement de la French Theory. Mais il a également écrit au sujet de l'histoire de l'art, il a fait de la critique d'art, il a fait également, il a écrit également sur les politiques libérales après le 11 septembre, et sur les, bien sûr, ce qui nous intéresse, sur les sous-cultures otaku. Et en réalité, ces différents intérêts sont, on va le voir dans ce que je vais présenter, sont assez liés. Euh, Bon, c'est quelqu'un du coup qui a une œuvre assez diverse, assez riche, et notamment son livre de 2001, donc son livre sur les otaku, dont vous voyez la couverture de la traduction anglaise à droite, c'est un des livres un des livres principaux de la réflexion sur les consommations et les cultures otaku que le Japon a produit dans ces dernières années. Alors c'est un livre donc publié en 2001 en japonais, traduit 8 ans plus tard en anglais. Donc une traduction quand même assez tardive hein, au vu de quand même de l'importance et de la popularité de ce livre au Japon. Mais malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de ces philosophes japonais. Soit il y a très peu de choses qui sont traduites d'eux, et quand il y a des choses qui sont traduites, c'est généralement, on doit généralement attendre assez longtemps. Bon. Donc voilà, je vais essentiellement vous résumer les deux premières parties de ce livre. La troisième partie, peut-être moins pertinente pour nous, donc dans laquelle il essaie de donner à son tour un diagnostic sur ce que sont que les pratiques de consommation propres de des sous-cultures d'Aku et de préciser le lien que ces pratiques de consommation ont avec ce qu'on a pu diagnostiquer comme étant la condition postmoderne chez des philosophes comme Lyotard, etc. Bon. Donc voilà, vraiment une réponse assez explicite quand même à Otsuka Eiji et en fait à d'autres auteurs japonais dont je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Alors, on retrouve à gauche Gundam dont on a parlé un peu plus tôt et Evangelion à droite. Alors, alors, en fait, Hazuma part il essaie de faire d'abord une sorte de généalogie de la culture otaku. Il essaie de nous décrire un peu comment la culture otaku en est venue à ce qu'elle est aujourd'hui et comment on en est venu à ces pratiques de consommation telles que Osaka Eiji a pu les décrire. Et il nous dit qu'il faut distinguer plusieurs générations dans les cultures otaku. La première génération dont il parle, c'est celle des gens qui sont nés dans les années 60. Et donc les gens qui ont grandi avec des séries comme Yamato Spaceship, Gundam. Donc je dis un net dans les années 60, et donc Gundam c'est une série des années 70. Hein, donc c'est des gens qui sont arrivés à l'adolescence au moment où ces programmes-là ont explosé. Et donc là, il nous dit cette génération, on la voit se démarquer par un fort intérêt pour la science-fiction, pour des films de genre. Bon. Ensuite, il décrit une sorte de processus de maturation de la culture otaku et de la spécialisation vraiment des goûts otaku et la sorte de, euh, voilà, pardon, de démarcation de certaines cultures otaku par rapport aux cultures animées, plus largement, qui culmine avec la génération des gens qui sont nés dans les années 80 et qui donc ont été au lycée, qui ont été adolescents à l'époque de shows comme Neon Genesis Evangelion à droite. Et, donc il nous dit également comme étant la génération qui se démarque par un intérêt pour les mystères, les jeux vidéo, d'autres types de récits. Bon. Mais également par l'explosion de nouvelles formes de distribution et d'expression des cultures d'Aku. L'arrivée d'Internet, des premières des ordinateurs, donc de nouvelles formes d'expression graphique, de nouvelles formes d'illustration. Bon. Et ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est cette troisième, cette dernière génération d'otaku, celle donc des gens nés dans les années 80, qui en fait marque vraiment
de nouvelles pratiques de consommation et de nouvelles formes d'engagement avec la société plus généralement. Alors pourquoi? Première chose, c'est cette génération, donc des gens qui sont nés dans les années 80, ont vu vraiment apparaître, ont vu se produire dans la société japonaise une sorte de rupture, ou en tout cas de changement du regard global sur les cultures d'otaku. Par exemple, en 88-89, vous avez cette très célèbre affaire Miyazaki, donc vous avez un jeune homme qui a kidnappé et a violé plusieurs jeunes femmes et qui ensuite dans les médias a été dont les médias ont vraiment insisté sur les rapports avec la culture otaku. C'est-à-dire que un peu comme on a pu aux États-Unis, on peut connaître déjà ces affaires-là de jeunes hommes qui, après certains actes, sont ensuite sont dans les médias, sont représentés comme ayant de forts intérêts pour des cultes de la musique métal, Donjons et Dragons, etc. Ouais, Bon, là, je renvoie nos auditeurs auditrices au podcast scénique, donc qui était les parallèles entre jeux de rôle et cinéma. On avait vu exactement le même genre de choses, des paniques morales ouais. autour du cinéma et autour de jeux de rôle. On en a eu de moindre ampleur, mais il y a eu exactement le même genre de choses. Oui. Ouais, je vois parfaitement de quoi tu parles. Ouais. Oui, c'est des phénomènes qui ne sont pas du tout spécifiques au Japon. Sauf que ce qui est spécifique au Japon, c'est l'association, elle se fait moins avec les jeux de rôle ou avec la musique métal, mais bien plus avec la culture otaku. Et pour quelle raison? Parce que l'image qui est produite, c'est celle d'un otaku qui est antisocial, qui est un pervers, notamment sexuel, et qui surtout est coupable de vivre dans son propre monde, de ne pas s'engager dans la société commune, mais vraiment dans sa société fictive, dans son univers clos, etc. Bon. Et donc dans les fin des années 80, c'est vraiment l'émergence un peu de ce discours social sur les otaku. Euh, Discours très moralisateur, très culpabilisant. Euh, et nous dit Azuma, c'est en réaction à ce discours que dans les années 90, donc cette génération d'otaku qui, dans les années 90, au moment où des émissions comme Evangelion explosent, ont cherché à réinvestir ce terme, à se le réapproprier, et pour lui donner des connotations plus positives, pour essayer de proposer une sorte de définition et de conception alternative de ce que c'est qu'un otaku, et une conception dont ils auraient plus la possession et la maîtrise, et un contrôle. Donc par Ouais, exemple... alors, Oui, vas-y. pardon, ouais, c'est peut-être la suite de ce que tu vas dire, mais justement, Evangelion a vraiment tout un sous-texte sur les otaku directement. Il y a toute une interprétation de l'anime qui est de s'adresser directement à des personnes qui sont otaku au sens qui sont, comme tu le dis, enfermées dans un monde intérieur, qui sont potentiellement un peu introvertis. C'est représenté directement avec Shinji, notamment, qui passe son temps dans sa chambre à écouter sa musique, son Walkman. Il revient encore et encore sur ses chansons. Oui, Et puis le qui rapport ont... à l'autorité c'est parentale. ça, qui ont un rapport très difficile avec le reste du monde, avec ce qu'on attend d'eux, ce que la société veut qu'ils et elles fassent. Quoi. Ouais. Et, Non, absolument. et c'est un animé qui, par beaucoup d'aspects, faisait appel à ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que. Attends, j'essaie de retrouver aussi l'autre référence. C'est une des grandes inspirations de Evangelion, c'est Space Runaway Ideon, qui est un animé de 1980 de Yoshiyuki Tomino, qui est en fait le principal créateur de Gundam par ailleurs. Quoi. Et Ideon, je connais pas, c'est connu pour être assez pété, mais assez philosophico-pété. Quoi. Et ça a pas mal inspiré Hideaki Anno pour faire ensuite Evangelion. Et je pense, je vois qu'on tourne effectivement toujours dans la même chose. Ouais. Je te laisse continuer. Non, mais c'est tout à fait judicieux. Et donc ça c'est effectivement, c'est à la fois les otaku qui produisent un discours, qui essaient de réinvestir le terme, les médias, les objets culturels produits pour cette population qui effectivement cherche à inverser ça, et également dans le champ plus académique, ou plus largement dans les discussions critiques. Par exemple, en 96, donc Okada Toshio, qui est un critique culturel, un universitaire, écrit un livre qu'on pourrait traduire par une introduction au Otaku Studies, on dirait aujourd'hui en anglais, qui justement dit un texte majeur dans laquelle il commence en interrogeant les mécanismes par lesquels le terme otaku est devenu un terme presque une injure, un terme péjoratif, et au contraire essaye de proposer un nouveau portrait de l'otaku comme quelqu'un qui a comme un individu en possession d'une sorte d'une vision plus évoluée, un nouveau type d'individu qui serait particulièrement au fait et en phase avec les conditions culturelles de la société de consommation extrême
dans laquelle on vit. Bref, également dans le champ universitaire, vous avez des gens qui essayent de redéfinir l'otaku comme quelqu'un qui est, comme les ont la réponse logique, inévitable à la société de consommation japonaise des années 80 et 90. J'en profite d'ailleurs pour. Ouais. Je fais une petite insert. Les années 90, je crois que c'est assez connu pour être un des moments où au Japon, l'un des nouveaux formats qui apparaît en animé, c'est les OAV. Donc pour rapidement, hein, typiquement une série animée va d'abord sortir, enfin passer à la télévision, puis être disponible en DVD pour les personnes qui voudraient acheter des épisodes. Et du coup, ça donne des formats assez clos à 12 ou 24 épisodes enfin des saisons en tout cas de 12 ou 24 épisodes de 20 minutes à peu près, assez unique. Et OAV, ça doit être Original Animation Video, quelque chose comme ça. C'est des épisodes d'animé qui sortent directement en DVD avant de sortir à la télévision, ou sans sortir du tout à la télévision, et qui sont vendus dans les bacs. Donc avant que ça puisse exister, les OAV, il a fallu en fait qu'il y ait déjà des circuits de distribution suffisamment efficaces pour atteindre directement des personnes prêtes à les acheter, et qui soient OK pour d'autres formats qui soient la recherche d'autres choses, quoi. Et notamment dans les explorations qu'il y a eu dans les années 90, qui font que c'est un peu considéré des fois comme les espèces de décades d'or, quoi, les années d'or de l'animation japonaise, c'est que ce format-là, il a permis à pas mal de créateurs de l'époque de fabriquer des choses qui pouvaient pas passer dans les médias habituels, dans les diffusions typiques. Donc on a eu le festival du gore et de l'érotique, et puis plus largement une production qui était beaucoup plus débridée que ce qu'on pouvait trouver à la télévision, quoi. Et voilà, le développement des OAV, il est assez emblématique de la façon dont, il me semble, hein, dont l'otaku est petit à petit devenu une espèce de cœur de cible vis-à-vis duquel on peut produire de façon très spécifique des formats très spécifiques qui n'intéresseront pas forcément le grand public, mais qui, bien vendus, ont quand même des possibilités de vente très, très importantes, ce qui fait que ça peut exister, quoi. Ouais, l'OAV, c'est vraiment quelque chose c'est le produit de niche par excellence, quoi. C'est pour celles et ceux qui veulent poursuivre plus que le consommateur standard l'exploration d'un univers, d'une esthétique. Ouais. En fait, quand je mentionnais un peu rapidement le fait que Azuma vraiment identifie l'existence de nouveaux formats de distribution comme caractéristique des années 90, et ça s'est fait typiquement partie de ce qu'il a en tête. Tu as tout à fait raison. Euh, ouais. Et donc, bref, tout ça pour dire que aussi, par rapport à cette espèce de sentiment un petit peu, de cette nécessité de se réapproprier le terme dans les années 90. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont encore tout à fait présents à l'esprit de Azuma quand en 2001 il écrit son livre. Donc il écrit ce livre quelques années après, une décennie en gros après cette période, voilà, cette période dorée. Mais également cette période dorée, mais également une période également aussi de récupération d'une étiquette qui avait été vraiment associée aux pires perversions donc c'est quand même c'est doré, mais également marqué par un certain ressentiment. Et donc, tout ça pour dire que Azuma nous explique également que c'est assez difficile d'écrire un livre au sujet des otaku parce que c'est un groupe dans lequel on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de forte méfiance vis-à-vis de gens extérieurs qui pourraient écrire à propos d'eux pour toutes ces raisons historiques. Lui-même, évidemment, participe de ce milieu d'une certaine manière, mais en même temps, en tant qu'universitaire, que philosophe, et il y a toujours une sorte de méfiance des membres d'une sous-culture. Encore une fois, j'emploie le mot sous-culture sans aucune connotation péjorative. Hein. En tout cas, il y a une sorte parfois de défiance vis-à-vis des membres d'une sous-culture lorsque quelqu'un de l'extérieur écrit à leur sujet et les théorise. Et Azuma est particulièrement conscient que c'est le cas pour les sous-cultures otaku. Ce qu'il veut essayer de nous dire dans ce livre, c'est que dans cette dernière génération des années 90, là, on peut voir de manière en petit, de manière condensée, l'essence de ce qu'il appelle l'ère postmoderne. Il nous dit que dans la façon dont les sous-cultures otaku consomment et réinvestissent des biens culturels, et la façon dont elles investissent la société plus largement, on peut voir les traits caractéristiques de ce qu'il appelle la postmodernité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ah oui, tout d'abord, je voudrais également faire un détour avant de vraiment m'attacher à expliquer cette thèse. Euh,
une phase critique de son livre, c'est aussi également de parler de ce qu'on pourrait appeler le caractère japonais de la culture otaku. Otsuka Eiji, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec son analyse donc de cette paire de concepts worldview et variation, proposait, d'une partie que j'ai pas mentionné auparavant de son texte, de retracer l'histoire de cette pratique de consommation à l'ère Edo, et notamment au théâtre Kabuki. Pourquoi? Parce que, nous explique-t-il, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le théâtre Kabuki également, on a ce jeu des variations, des récits, des petits récits, des histoires clos, hein, l'histoire d'une performance, d'une représentation, mais qui fait sens sur fond de mythes partagés, de grands récits partagés, dans lesquels chaque représentation montre une incarnation possible. Et en fait, plus largement, ce lien entre culture otaku moderne et Japon de l'ère Edo, donc l'ère Edo qui est celle, disons un peu ce qui, pour ces gens-là, est un peu l'ère prémoderne. Hein, c'est pas l'ère Meiji. Oui, l'ère Meiji serait l'ère de la modernisation, de l'ouverture sur l'Occident, de l'industrialisation, de la mercantilisation, etc. L'ère Edo, au contraire, ce serait une ère très stable historiquement, dans laquelle la société ne connaît pas de changement brutal. Il n'y a pas d'innovation technique majeure. En tout cas, c'est la représentation qui est partagée par ces gens-là. Hein. Je ne dis pas que c'est... faut pas me citer là-dessus. Et d'autres auteurs comme donc Okada Toshio, donc cet auteur que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a écrit ce livre, cette introduction aux Otaku Studies, de la même façon, essaye de dire que les otakus ce sont les véritables héritiers d'une culture japonaise prémoderne, d'une culture japonaise antérieure à l'ouverture sur l'Occident et à la modernité. Par exemple, je ne sais pas comment on dit en français, les estampes, par exemple, également japonaises, seraient aussi donc cette pratique culturelle prémoderne qui en fait serait l'ancêtre direct des formes visuelles majeures dans les cultures manga. Bon. Ce que nous dit Azuma, c'est que ça, c'est un mythe, c'est une pure invention. Mais dont il est important de comprendre les origines et les fonctions, si on veut vraiment comprendre quelle est la culture otaku dans les années 90 et dans les années 2000. Il nous dit, certes, il y a plein de références à la culture japonaise prémoderne dans les mangas, dans les animés populaires, etc. On pourrait en citer des dizaines. Mais ce qu'il nous dit, c'est que dans la culture otaku, ce qu'on voit, c'est plutôt une affectation de Japaneseness, de caractéristiques japonaises. Au contraire, la culture otaku, c'est un phénomène mondial, c'est une manifestation au Japon d'une culture globale postmoderne. Et un exemple qu'on pourrait donner, par exemple, donc ça c'est Samurai Champloo, qui est un exemple typique dans lequel vous avez une représentation d'un Japon très moderne, mais qui est totalement hybride, qui est totalement mélangé à toute une série de références culturelles qui sont bien plus inspirées par les États-Unis, la modernité, la société de consommation. Oui, il y a du hip-hop, du baseball et tout. Voilà. Bon, là, dans Samurai Champloo, c'est explicite, c'est un jeu, mais en réalité, ce qu'il nous dit, c'est que ça, c'est Samurai Champloo dit tout haut ce que beaucoup d'autres animés ou mangas font tout bas. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, pour comprendre la culture otaku, il faut comprendre la réaction au Japon face à la défaite de la Seconde Guerre mondiale et face à l'américanisation de la culture et des formes de vie qui ont eu lieu, qui ont été causées par la présence finalement sur terre japonaise d'armées américaines, d'entreprises américaines, de modes de consommation américains. Américain, c'est un mot qui signifie quand même plutôt global en réalité, même s'il se concentre beaucoup sur les États-Unis. Peut-être que c'est un peu des œillères qui se mettent, mais peu importe. Donc, il nous dit, c'est que pour comprendre, par exemple, si on veut comprendre comment l'animation japonaise s'est développée dans la seconde moitié du XXe siècle, il faut comprendre ça comme la réaction à des contraintes matérielles et économiques très, très, très précises. Par exemple, un pays qui est quand même relativement qui est très fortement appauvri au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui également très vite construit un récit national autour de valeurs
de dévouement au travail, de zèle, et qui donc et également d'investissement dans cette conception de soi comme un pays particulièrement capable de développer de nouvelles technologies. Donc c'est le pays qui se vante de faire les plus petits appareils photo, les plus petits baladeurs, etc. Et il nous dit toute l'esthétique vraiment particulière des animés japonais développés dans cette période, et en fait c'est l'esthétique d'un pays qui développe des nouvelles technologies pour mettre en série des images, mais qui également a des contraintes économiques très fortes, qui fait que vous avez que 8 dessins par seconde par exemple, plutôt que 20 ou 25 comme chez Disney. Même dans certains animés, il y a parfois il y en a même qui étaient produits avec seulement 3 images par seconde, parce qu'il faut, en moyenne, parce qu'il faut réduire les coûts, donc vous avez d'un côté les gens comme Miyazaki, Takahata qui font des animés très, très, très travaillés, avec des dessins faits à la main, beaucoup d'images, dans une sorte un peu à la Disney. Mais en réalité, l'immense majorité de la production d'animés japonais, et celle que les otaku vont investir, c'est celle qui est faite à partir de banques d'images, comme ça, vous avez quelqu'un qui va dessiner vos personnages principaux en ayant 7, 8, 9, 10 poses principales. Et ensuite, vous allez les recycler, ces images-là, pour pas avoir à redessiner les personnages à chaque fois. Vous allez avoir des images avec des fonds très, très fixes, qui n'ont pas beaucoup bougé, etc. Bon. Et donc ça, c'est des trucs qu'on voit tout à fait dans Gundam. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que l'imagerie japonaise, l'imagerie de ces animés de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, est vraiment, en fait, n'est pas du tout connecté à un Japon prémoderne, mais bien plus à un américanisme, à une société de consommation post-Seconde Guerre mondiale. Et que cet appétit pour les mangas, pour les variations sur les univers, est bien plus proche du pop art, et encore une fois de ces productions artistiques en prise avec la société de consommation, qu'avec un Japon mythique de l'ère Edo. Et qu'en fait, ce qu'on trouve dans la culture otaku, c'est un pseudo-Japon, un Japon réinventé, distordu, pris sous la perspective d'imaginaire moderne et occidental. Donc par exemple, vous allez voir typiquement des miko, hein, donc comment on dit en français, Prêtresse Shinto. Oui, dans les hôtels, voilà, qui vont être en train de voler sur un balai, qui vont porter un uniforme d'écolière, etc. Vous avez constamment cette espèce de perversion ou de distorsion de Japon prémoderne avec des imaginaires et des façons de vivre modernes. Et en fait, ce qu'il nous dit, ça c'est assez important pour comprendre la culture otaku, parce que ce qui se passe, c'est que vous avez donc une période Edo qui est très souvent vue comme cette période dans laquelle le progrès historique s'est arrêté, hein, comme une espèce de parenthèse hors de l'histoire. Alors évidemment, quand on dit hors de l'histoire, c'est-à-dire que évidemment les années s'écoulent, mais il n'y a pas d'histoire au sens où il n'y a pas de transformation des conditions sociales, des conditions matérielles, des structures sociales, des façons de vivre, etc. Ouais. Donc bien sûr, pardon, vas-y. non, mais encore une fois, je dis pas je dis pas du tout que faut pas croire que ça c'est la réalité. Sinon c'est une certaine image générale, ouais. Voilà, une certaine vision de l'époque Edo, comme un peu de la même façon d'ailleurs, dont souvent on pense à l'époque médiévale en Europe, hein, comme une période non seulement obscurantiste et superstitieuse, etc., mais une période dans laquelle il y a peu de changements. C'est-à-dire que vous auriez l'Antiquité, qui serait cette explosion d'idées philosophiques et scientifiques, puis ensuite une grande pause de 1000 ans dans la culture, et ensuite la Renaissance où l'histoire reprend son cours. Alors évidemment, bien sûr, plus aucun historien ne croit en ce genre de récit, mais cette idée que vous avez des pauses dans le progrès historique, hein, donc au Japon ce serait la période Edo, en Europe latine ce serait la période médiévale. Bon, toujours est-il que ce que nous dit Azuma, c'est que la culture otaku c'est en bonne partie constitué comme un réinvestissement, une distorsion, une sorte d'hybridation entre une ultra-modernité ou une post-modernité et la réinvention ou la mémoire, le souvenir tordu d'une période anhistorique, d'une période, mais également d'une période où des formes de vie désormais perdues, mais peut-être à retrouver, ont pu exister. Ouais, et en fait, juste pour une dernière phrase pour conclure, il nous dit que en quelque sorte, les otaku ce seraient ceux qui seraient de manière la plus aiguë, conscients de la perte irrémédiable de cette identité traditionnelle,
et qu'ils essaieraient de réinvestir, de réinventer pour le aujourd'hui de la postmodernité. Donc ce qui est quand même et donc en rejetant fortement tous les disons en rejetant en bonne partie tous ces auteurs qui essayent de sauver la culture otaku comme les héritiers de la Japon traditionnelle. En fait, il les présente comme les gens qui ont domestiqué, qui auraient domestiqué la culture américaine en la réinvestissement, en réinventant en ces termes-là un passé perdu, un passé idyllique, un passé qui fait sens, un passé dans lequel des rôles sociaux clairs, une participation à la société est possible. Les otaku étant ceux qui justement se sentent incapables de participer à la société de leur jour et que du coup on aurait réinventé on aurait réinvesti une qui serait cette période Edo tordue, glitchée. Vas-y. Vous voulez dire quelque chose? Ouais, attends, juste un instant. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux juste passer à la slide de suite pour montrer? Un exemple peut-être assez emblématique de ce que tu dis là, auquel je repense là maintenant, c'est Gintama, que je n'ai pas ni lu ni vu. C'est un manga adapté en animé. C'est années 2000-2010 en gros. Et ça se passe ça se passe à l'ère Edo. C'est un truc assez absurde, avec beaucoup d'humour absurde japonais. Et ça se passe dans l'ère Edo, sauf qu'il y a des aliens qui sont arrivés et qui ont complètement réformé la société. Et c'est tu vois le personnage principal qui est une sorte de Ronin qui se balade sur son petit scooter, qui va rencontrer les aliens. Enfin, c'est un truc assez délirant comme ça, où il y a ce côté à la fois d'un Japon fantasmé à la limite de l'absurde et la modernité qui est arrivée sous la forme extrêmement clownesque de ces aliens de partout. Donc ça c'est un premier point. Il y a Gintama, ça me faisait juste penser à Gintama. Et ce que tu me dis m'amène aussi à il y a un autre paradoxe que j'avais en tête comme ça, ça vient d'une remarque d'un ami que j'avais trouvé très pertinente, sur la question générale globalement de savoir à partir des animés, notamment des productions culturelles japonaises, c'est quoi qui est typiquement japonais, et disons plutôt, nous en tant qu'occidentaux, qu'est-ce qu'on regarde comme étant typiquement japonais. Et les choses qui étaient citées, c'était tout à fait ce Japon... ce Japon ancien, disons, qu'on visualise assez facilement, l'ère Edo, pourquoi pas, parmi d'autres. Un monde aussi assez spirituel, un peu magique à la Mononoke, à Miyazaki, ce genre de choses. Je pense, Miyazaki, j'ai vraiment en tête Mononoke en l'occurrence, au sens le dieu de la forêt, etc. Et un des représentants de ça étant Mushishi. Donc Mushishi, c'est un exorciste qui va de communauté en communauté dans une sorte de Japon traditionnel, spiritualiste, animiste en fait, et qui va essayer de trouver chez les personnes les petits esprits qui les hantent, qui leur posent problème, pour essayer de les exorciser, de les aider, de le faire atteindre une certaine harmonie, quoi. Et l'objection que j'avais entendue, que je trouvais très pertinente, c'est de dire non, en fait, ça c'est le Japon exportable. En fait, c'est le Japon qui, typiquement, en termes d'image, nous parle à l'Occident. Et il s'agit précisément de productions culturelles qui ont eu beaucoup de succès à l'Occident. Mushishi, dans le petit monde du jeu de rôle indépendant français, ça a eu non pas un, mais deux... Il y a deux adaptations que je connais qui se réclament assez explicitement de Mushishi. C'est Prosopopée de Feu Frédéric Sintès, et puis Le Jardin des Esprits de Fabien Invine, qui reprennent cette veine-là d'un spirituel qui va de communauté en communauté. Et donc cet ami, je reviens sur le truc que je disais, ce pote qui me parlait de se dire, mais en fait, ce qui est typiquement japonais dans un sens qui fera plutôt sens interne à l'intérieur des cultures otaku, ce serait au contraire des choses qui sont considérées comme plus absconses pour des gens qui cherchent du typiquement japonais au sens occidental. Et on pensait à des genres comme le mecha, le magical girl, qui sont dans le petit monde des gens qui regardent des animés, notoirement des genres dans lesquels il peut être difficile de rentrer. Moi je connaissais énormément de gens qui regardaient plein d'animés mais qui disaient bon, le mecha c'est pas trop pour moi, les magical girl non je regarde pas de ce genre de choses et tout. Et il y avait cette idée qu'en fait les productions les plus typiquement otak, c'est précisément celles qui nous sont les plus hermétiques en ce qu'elles sont issues d'un univers culturel très vivant et pas du tout produites pour un public extérieur, quoi. Et voilà, j'aime bien cette tension-là, avec l'idée que dans les deux cas, en fait, le Japon fantasmé, il est présent. Bon, tu me diras,
dans les mechas peut-être pas tant que ça. Et encore, on voit vraiment un esprit, il y a un esprit un peu samouraï de vieille guerre quoi dans les combats de mechas qui sont souvent des duels honorables. Euh, et toujours dans cette vision assez reprise, assez claquée au sol finalement de ce qu'a été l'histoire du Japon. Et voilà, je m'arrête là, je te laisse reprendre. D'ailleurs, l'accusation d'occidentalisme, elle est toujours assez présente dans les cultures japonaises. Par exemple, l'un des écrivains les plus Murakami, l'un des écrivains japonais les plus populaires, en tout cas dans nos contrées, il est fréquemment accusé d'être justement de faire une littérature japonaise pour pour le japonais. Même Miyazaki dans un certain sens. Euh, euh, qui a un rapport très tendu avec les cultures de Saku, comme tu le sais. Oui. Euh, Bah, il y a un mais jeu de rôle indépendant qui s'appelle Anime Was a Mistake, littéralement. ouais. Est-ce qu'il avait tort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que cette imagination cet imaginaire d'un Japon hors de l'histoire, en réalité, elle a des lettres de noblesse philosophique, ou de noblesse, ou comment, peut-être que c'est pas le meilleur mot, mais et donc, par exemple, ça c'est un texte qui en Europe est pas très connu, mais qui au Japon a fait beaucoup de bruit. Là, c'est un extrait d'une note de un extrait d'une note de bas de page de donc Alexandre Kojève, qui est un philosophe russe devenu français, hein, qui a immigré en France. Ça, c'est une note de bas de page. Alors, je l'ai mis en anglais, je suis désolé, c'est parce que c'est pour un autre projet, je l'ai en anglais. Mais bon, c'est un texte en français à la base. Ça, c'est dans ses cours sur la philosophie de Hegel. Bon, le cours est assez connu, mais ça, c'est une note de bas de page spécifiquement sur le Japon, qui justement réinvestit complètement ce genre de mythe. Donc, il nous dit, en fait, là, ça suit un passage où il vient de décrire, en quelque sorte, la fin ce qu'il perçoit être la fin de l'histoire. Donc, et notamment aux États-Unis, une société de consommation dans laquelle chacun se verserait dans une sorte de pure décadence hédoniste, où en gros, voilà, il y a plus du tout, il y a plus il y a plus d'histoire parce que plus au sens hegelien, plus personne ne cherche à marquer l'histoire, plus personne, le désir de l'individu n'est plus orienté vers d'autres désirs, vers le fait de transformer le monde, mais est dirigé uniquement vers vers la satisfaction de désirs concrets, sexuels, gustatifs, etc. Et donc il décrit ça comme une forme d'animalisation de la société. Y a plus, si l'histoire est spécifiquement ce qui est la façon humaine d'investir le temps, humaine au sens non pas biologique, hein, être humain c'est pas être un homo sapiens, c'est justement pour lui c'est chercher à transformer, s'inscrire dans une sorte de lutte vis-à-vis de la nature, vis-à-vis d'un autre, et chercher à transformer le monde. Il décrit la société américaine comme une société purement animale, dans laquelle l'individu n'est plus dans ce rapport de lutte avec l'extérieur, mais purement de consommation et de satisfaction des désirs. Et donc ça, c'est un passage qui est dans ce livre. Et dans une note de bas de page, il dit suite à mon récent voyage au Japon, j'ai changé mon opinion sur ce point-là. L'animalisation n'est plus l'unique point d'horizon de nos sociétés de consommation post-historiques. Ou en tout cas, il nous dit j'ai observé une société d'un type unique qui, depuis près de 3 siècles, a fait l'expérience de la vie à la fin de l'histoire. Alors, c'est assez particulier de dire que le Japon était à la fin de l'histoire. Mais ce passage est assez problématique. Hein. Et donc, il nous dit la société japonaise post-historique, et donc là, il a typiquement en tête justement le Japon de l'ère Edo. Cette civilisation japonaise aurait dépassé la période historique d'une façon complètement opposée à celle des États-Unis post-historique. Certes, tout comme aux États-Unis, il n'y a plus de sens historique comme il a pu en avoir en Europe au XVIIIe siècle. Il n'y a plus de grands récits religieux, moraux, politiques qui amènent à transformer le monde. Mais il y a une forme, ce qu'il appelle donc le snobisme, hein, snobbery, alors, bon, qui serait en fait une antithèse de cette animalisation. Il nous dit c'est une discipline dans laquelle une discipline dans laquelle au lieu de enfin, disons, c'est une discipline dans laquelle c'est une sorte de façon de se comporter
qui est fondée sur des valeurs très formelles ou très formalisées, le respect de l'honneur typiquement. Bon alors là évidemment c'est très orientaliste, hein, tout ce que je vais dire là, on est vraiment à fond dans l'orientalisme européen le plus pur. Hein. Donc bon, mais peu importe. Donc le snobisme ce serait voilà régler son comportement sur des valeurs hautement formelles. Les snobs ne sont pas en harmonie avec leur environnement, ils sont pas contrairement aux Américains hédonistes, ils sont pas dans un pur rapport de consommation et de satisfaction de leurs désirs. Au contraire, ils passent leur temps à fabriquer des oppositions avec leur nature, avec leur désir naturel, par exemple. Et donc là, l'exemple typique que j'ai dans la suite de ce texte, c'est le rituel seppuku, donc le suicide ritualisé. Alors évidemment, encore une fois, je peux pas le dire à chaque fois, mais toutes ces phrases-là, il faut bien sûr pas me les attribuer à moi. Et donc ce suicide ritualisé, ce serait typiquement la pratique la plus snob qu'on puisse imaginer, parce que c'est la négation la plus pure de ces désirs naturels, ces désirs animaux, le désir de prolonger son existence, de satisfaire ses désirs matériels, etc. Mais en même temps, c'est un désir qui n'est plus du tout réglé par la référence à des idéaux moraux, religieux, etc. Puisque finalement, ce suicide n'a aucune. C'est un suicide courtois, hein, c'est un suicide rituel, c'est un suicide social, mais qui n'a aucune vocation à créer à motiver une révolution, à effectuer un changement dans l'ordre social. C'est une pure subjection à des normes formelles arbitraires, mais auxquelles on se soumet non pas par désir d'améliorer, de transformer, de nier l'environnement tel qu'il est actuellement, mais uniquement par respect voilà, de ces normes. Et donc là, ce serait cette forme de snobberie, ce snobisme, ce serait pour Kojève la réponse particulièrement japonaise à la fin de l'histoire, là où l'animalisme, ce serait la réponse américaine à la fin de l'histoire. Et ça, c'est un texte, bon, encore une fois, qui chez les auteurs japonais, chez les philosophes japonais de la seconde moitié du XXe siècle, a été beaucoup discuté. Malgré malgré le fait qu'il procède d'un Japon totalement fictif, ça a été beaucoup discuté. Et en fait, il y a plusieurs auteurs qui ont essayé d'interpréter la culture otaku en ces termes-là. De dire, par exemple, l'otaku snob dans ce sens-là. L'otaku, il s'adonne à la consommation obsessive de dessins animés pour enfants, tout en étant parfois adulte. Donc il s'adonne à des pratiques et au respect des normes qu'il fabrique pour lui-même, dont il sait que ces normes n'ont aucun sens naturel, quoi. C'est pas un désir naturel, mais c'est uniquement s'adonner de manière obsessionnelle à une consommation qui est son propre but, tout en étant totalement détaché d'un sens de l'histoire du monde, tout en étant complètement hors de toute tentative de transformer ce qui est son environnement, son extérieur. Le taku, donc, qui se donnerait à des pratiques culturelles arbitraires, sans signification propre, mais voilà, et sans pour autant y voir le moindre portée politique. Et donc, okay. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour Kojève, l'ère Edo, elle est déjà postmoderne. Hein, donc c'est assez. C'est l'histoire spéculative de ce genre. Bon, oui. Peu importe. Mais toujours est-il que, encore une fois, aussi bien chez les otaku que chez les gens qui réfléchissent la culture otaku, tu as cette tendance à essayer tu as cette tension qui est ce Japon hors de l'histoire ou après l'histoire qui serait réinvesti par les otaku. Bon. Tout ça, c'est une façon aussi de pointer, pour Azuma, c'est une façon de pointer du doigt ce qui semble être un vrai problème, qui est la conjonction entre cette nouvelle culture d'otaku, cette série de façons de comprendre la modernité et ce qui vient après la modernité, et du coup, ça c'est un peu de là dont il part pour poser ces véritables questions. Hop, voilà. Qui sont les questions suivantes. Donc là, je vais les lire. Il dit, bon, tout ça, c'est... Là, on a une sorte de confluence de thèmes et de concepts qui permettent de penser ce que font les otaku et ce que c'est que la postmodernité. Mais bon, c'est plus c'est difficile de vraiment savoir quel est le lien, savoir
de saisir vraiment aussi bien des rapports de causalité entre développement des cultures otaku et développement de la postmodernité, de préciser un peu les modalités de ces rapports. Et donc il nous dit, bon, je vais m'intéresser à ça, à cette conjonction, à cette confluence, à travers deux questions différentes. La première question, c'est celle-ci. Donc là, qu'il formule dans les termes de Baudrillard. Cette question qui est donc, dans l'ère dans cette ère postmoderne, on a complètement, on a supprimé la distinction donc entre œuvre originale et copie. Donc ça, si vous vous rappelez avec Age, on a discuté. Euh, mais pour autant, on a des simulacres. Qu'est-ce que c'est qu'un simulacre pour Baudrillard? Un simulacre, c'est justement, ce serait un produit culturel euh, euh, dont on ne peut pas, qui ne peut pas être placé dans une de ces deux catégories, comme produit original ou copie. C'est un produit, un signe, qui renvoie à d'autres signes, qui ne fait sens que de manière différentielle vis-à-vis d'autres signes, qui est pris dans une chaîne infinie d'imitation, de piratage, de déformation, mais dont on ne peut jamais situer comme étant une œuvre unique ou comme une référence à une œuvre unique. Donc un sorte de régime culturel dans lequel, bon, évidemment, il y a plus d'auteur, il y a plus de, il y a plus de verticalité en quelque sorte. Voilà. Il nous dit, bon, ça c'est ce qu'on avait décrit un petit peu avec Otsuka Eiji, avec donc cette espèce d'horizontalité des produits dérivés, donc qui finalement qui sont leur propre légitimité et qui finalement peuvent être même amenés à remplacer ce qui était l'œuvre première. Bon. Mais dans ce cas, nous dit Yazuma, bon, la question qu'on va se poser, c'est euh, quelle est la cause? Qu'est-ce qui donne lieu qu'est-ce qui donne lieu à la création de ces simulacres? Qu'est-ce qui fait que quels sont les facteurs qui conduisent à la démultiplication de ces copies? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on fait une telle production ou reproduction? Bon, dans la modernité, évidemment, une œuvre naît d'un auteur, quoi. Un auteur écrit un texte, peint un tableau, etc. Et ensuite, éventuellement, il y a des gens qui font des copies. Donc on a des mécanismes très clairs pour dire d'où les œuvres proviennent et d'où leurs copies proviennent. Dans la postmodernité, qu'est-ce qui donne lieu à la naissance d'un simulacre? Bon, donc ça c'est la première question qu'il va essayer de répondre. Et la seconde question qu'il va essayer de répondre, oups, mince, pardon, euh, c'est qu'il cette fois il formule dans les termes de donc Jean-François Lyotard, un autre philosophe français, qui est qui est celle de l'implication des otaku dans le monde, leur façon de vivre dans le monde. Donc il nous dit dans la postmodernité, bon, on accepte avec Lyotard l'idée que les grands récits ne fonctionnent plus. Donc c'est-à-dire, on ne rapporte plus les normes de son action à des grands récits politiques, religieux, moraux, par exemple des récits révolutionnaires, la soumission à des normes religieuses, à des valeurs sociales partagées. La Tout ça grande n'existe condition humaine sous le régime de la psychanalyse aussi, des choses comme ça. voilà, donc tous ces récits-là n'existent plus. Tous ces récits-là sont mis en doute, sont rejetés. Au contraire, on fabrique chacun se fabrique de manière locale, ou des petits groupes de manière locale se fabriquent leurs propres normes. Donc tu vois, il y a God qui est écrit sans lettres majuscules, Junk Subculture. Euh, et ça, c'est typiquement un truc qui semble bien marcher. Les otaku, ils se retirent de la société, ils se retirent des normes partagées par la société, et ils fabriquent leur propre réalité sociale, leurs propres normes, leur propre façon de conduire des relations humaines entre eux, via les fictions, etc. Alors la question se pose du coup, comment est-ce qu'on peut décrire l'implication d'êtres humains dans ce monde sans récit totalitaire, sans récit totalisant, pardon, pas totalitaire, euh, et euh, euh, voilà, en particulier les otaku. Qu'est-ce que les otaku peuvent nous dire dans la façon qu'ils ont de se détacher de la société, de se constituer en communauté avec leurs propres normes de communication et de participation? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de la façon dont on- on investit une communauté à l'ère postmoderne? Donc deux questions qui vont un peu dans deux sens opposés, hein. L'un qui essaye d'aller, si on revient en arrière, l'un qui essaye d'aller, qui essaie d'aller des pratiques otaku vers pour une théorie de la, qui essaie d'aller de la théorie des simulacres pour essayer de comprendre comment les otaku vont produire des œuvres et produire des copies et des variations. Et là, se servir des otaku pour comprendre qu'est-ce que c'est finalement que la condition postmoderne, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que les modes de vie auxquels qu'on peut
qui caractérisent nos sociétés postmodernes et dont les otaku seraient en fait une sorte de métonymie. Tu peux expliquer Voilà. la tension entre les deux questions? Tu disais qu'il y avait un côté un peu contradictoire ou paradoxal? Non, pas contradictoire, je dirais juste plutôt que, euh, disons, dans la première, il me semble que dans celle-là, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'analyser, euh, enfin, j'ai l'impression que la seconde question essaie d'analyser à partir des otaku, de comprendre la condition postmoderne, alors que celle-ci, la première, c'est plutôt essayer de comprendre comment les otaku vivent, comment les otaku produisent des œuvres à partir de ces concepts postmodernes. Bon, peut-être que c'est pas une vraie tension, mais en tout cas, bon voilà, c'est les deux Ça marche, ouais. questions, qu'il identifie et donc auquel il va passer la majorité de son livre. En fait, le livre a trois parties. La première partie, c'était cette histoire de la culture otaku que j'ai un peu retracée à grands traits, et cette réinvention du Japon. Et la seconde partie, c'est la réponse à ces deux questions. C'est vraiment la description concrète euh, de ce que c'est que l'insertion de l'otaku dans la société et la production culturelle de l'otaku. Et la troisième partie, c'est des applications, c'est des exemples un peu plus concrets qu'on va pas discuter ici. Euh, Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause maintenant? Eh ben oui, écoute, dis-moi Parce que juste, voilà. la dernière fois tu nous avais laissé sur la question de savoir ce que sont les database animals, et on ne Voilà. sait toujours pas ce que c'est Voilà. que les animaux Voilà, de justement, base de données. voilà, la database animal, ça va être la réponse à ces deux questions. Ça va être, c'est-à-dire que euh, pour donner en une phrase qui va pas encore totalement faire sens, mais qui va faire sens dans la dernière partie, euh, la raison de la naissance de nouveaux simulacres, c'est le jeu, un jeu permis par la base de données. C'est vraiment le jeu avec la base de données. Et qu'est-ce qui marque notre engagement avec la société plus largement dans l'ère postmoderne? C'est un modèle de compréhension du monde et de saisie du monde qui est médié par les bases de données. Donc en fait, ce double concept de base de données et d'animalisation de la société, celui de Kojève, ce sont les deux concepts clés par lesquels il va répondre à ces deux questions et qui en fait, en somme, qui va essayer de concevoir pour répondre, pour décrire les pratiques culturelles à l'ère postmoderne et en fait au-delà des cultures otaku. Ok. Donc Donc ça va être il vraiment reprend l'animalisation de Kohajev. voilà, Et en fait database, c'est plutôt une réponse à Eiji, du coup, c'est ça? voilà, c'est ça. Ça va être une réponse à Bukati Gaiji. Et en fait, contre Kojei, il va dire en fait, non, il n'y a pas de. Snowberry, ça marche pas très bien. En fait, on a une animalisation, mais une animalisation d'un nouveau type. Une animalisation qui n'est pas celle de la culture américaine, Hmm, mais qui est une animalisation voilà, en lien avec ces bases de données. Et donc, ça, c'est ce que je propose de vous expliquer dans la dernière partie. très bien. Et bah, Tsuzuku, à tout de suite.